Le matin du mariage d'un PDG millionnaire près de Paris, une femme oubliée monte dans un train avec pour seules armes une robe simple, un acte de naissance et une vérité enfouie depuis 6 ans. Elle ne vient pas pour se venger. Elle vient pour que son enfant existe enfin. Le crépitement de la radio, à peine audible sous le ronronnement du vieux frigo, annonçait un bulletin météo sans surprise. Ciel gris sur Paris, comme l'âme de Léa. Ses doigts, marqués par des années de travail acharné dans une blanchisserie industrielle, effleuraient la tempe de Léo, son fils de 6 ans. Endormi. La petite chambre, tapissée de dessins d'avions et de fusées, sentait le linge propre et la tendresse maternelle. Dehors, la ville s'éveillait dans un concert de klaxons et de sirènes, mais ici, dans leur petit appartement de Montreuil, le silence était un luxe fragile, précieux. Léa, 28 ans, portait sur ses épaules le poids de 2 vies, la sienne et celle de son petit garçon, avec la dignité silencieuse de ceux qui n'ont pas le choix. Chaque matin était une nouvelle bataille contre le manque, contre la peur de ne pas y arriver. Elle se leva doucement, évitant de faire grincer le parquet. Le journal de la veille, oublié sur la table basse, affichait en première page une photo éclatante. Antoine Dubois, le PDG millionnaire, un sourire radieux aux lèvres, annonçait son mariage imminent avec Camille Leclerc, une héritière de la haute société. Le titre, en lettres capitales, criait au monde l'union de 2 empires. Léa sentit une morsure glaciale dans sa poitrine, un étau se resserrer autour de son cœur. Antoine. Le nom résonnait comme un coup de tonnerre dans le calme de son matin. Elle avait cru l'avoir enterré, ce passé, sous des couches de travail, de fatigue et d'oubli forcé. Mais le voici, ressurgissant, plus arrogant, plus riche, plus inaccessible que jamais. Ses yeux parcoururent la photo, détaillant le costume impeccable d'Antoine, le diamant scintillant au doigt de Camille, le décor somptueux de leur futur domaine. C'était un monde à des années-lumière du sien, un monde où les problèmes d'argent n'existaient pas, où l'avenir était pavé d'or et de certitude. Elle se débattait avec les fins de mois, les factures impayées, les chaussures de Léo qui devenaient trop petites bien trop vite. L'injustice lui serrait la gorge. Elle se souvenait d'un Antoine différent, un étudiant ambitieux, certes, mais avec des rêves simples, des promesses murmurées sous les étoiles d'un été parisien. Cet homme-là avait disparu, englouti par la fortune et l'oubli. Léa se dirigea vers la petite cuisine, le cœur battant la chamade. Elle prépara le café, le rituel quotidien qui la ramenait à la réalité. Mais ce matin, la réalité était imprégnée de ce visage familier et lointain. Elle se revit, jeune, naïve, follement amoureuse, lui annonçant la nouvelle qui allait changer leur vie. Et elle revit son visage se fermer, ses promesses s'envoler comme des feuilles mortes. Il l'avait quittée, sans un regard en arrière, sans jamais chercher à savoir ce qu'il était advenu de cet enfant qu'elle portait. Léo, leur Léo. Une larme solitaire roula sur sa joue, salée, amère. Elle l'essuya d'un revers de main. Pas le temps pour les larmes. Léo allait se réveiller. Elle devait être forte pour lui. Mais une idée, folle et dangereuse, commençait à germer dans son esprit. Une idée qui lui donnait le vertige. Le mariage du PDG millionnaire. Elle ne savait pas pourquoi, ni comment, mais elle sentait au plus profond d'elle qu'elle devait y aller. Pas pour gâcher la fête, pas pour la vengeance, mais pour une vérité qui devait éclater, pour Léo. Alors qu'elle versait le café brûlant dans sa tasse ébréchée, ses yeux se posèrent sur le calendrier accroché au mur. La date du mariage était encerclée de rouge vif sur le journal. C'était dans 2 jours, 2 jours pour trouver la force, le courage et le moyen de se tenir devant cet homme qui avait tout oublié et de lui rappeler l'existence de ce qu'il avait abandonné. 2 jours pour changer le cours d'une histoire qui n'avait jamais vraiment eu de fin. Léa prit une gorgée de café, le liquide chaud lui brûlant la gorge, mais une détermination nouvelle, froide et implacable commençait à prendre racine dans son cœur. Elle allait y aller, et ce qu'elle allait y faire, elle ne le savait pas encore, mais le monde d'Antoine Dubois était sur le point d'être secoué jusqu'à ses fondations. Le souvenir de l'été de leurs 20 ans la submergea, doux amère comme un fruit trop mûr.
C'était l'été le plus chaud de la décennie, et Paris était une fournaise joyeuse. Léa, étudiante en art, avait rencontré Antoine, alors en école de commerce, dans un café du quartier latin. Il était beau, avec des yeux vifs et un sourire qui promettait le monde. Elle était tombée amoureuse de son ambition, de ses projets fous, de la façon dont il parlait de l'avenir comme d'un terrain de jeu infini. Ils avaient passé des nuits entières à se promener le long de la Seine, à rêver à voix haute, à s'embrasser sous les ponts illuminés. Il lui avait promis la lune, un avenir ensemble, une vie pleine de rires et de succès partagés. « On construira un empire, Léa », avait-il dit un soir, en la serrant fort contre lui sur un banc de l'île Saint-Louis. « Toi, tu peindras les étoiles, et moi, je ferai tourner le monde. On sera invincible. » Elle avait cru chaque mot, chaque promesse. Quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, quelques semaines plus tard, elle s'attendait à de la peur peut-être, mais aussi à de la joie, à une nouvelle promesse. Au lieu de cela, elle avait rencontré un mur de glace. Son visage s'était figé, ses yeux vifs s'étaient éteints. « Ce n'est pas possible, Léa », avait-il murmuré, la voix vide. « Je ne peux pas. Ma carrière, mes parents. » Il avait disparu de sa vie aussi vite qu'il y était entré, laissant derrière lui un vide abyssal et le poids d'une décision irrévocable. Léa avait refusé d'avorter. Elle avait Léo, son petit soleil, sa raison de vivre. Les années qui avaient suivi avaient été un combat constant. Elle avait dû abandonner ses études d'art, trouver un travail pour payer le loyer, les couches, la nourriture. La blanchisserie, avec ses odeurs de détergent et ses machines assourdissantes, était devenue son quotidien. Ses mains, autrefois destinées à tenir des pinceaux, maniaient désormais des kilos de linge sale. Chaque rire de Léo était une victoire, chaque facture payée une bataille gagnée. Mais la solitude, le sentiment d'abandon, ne la quittait jamais vraiment. Elle avait vu Antoine à la télévision, dans les magazines, gravissant les échelons du monde des affaires avec une rapidité fulgurante. PDG d'une multinationale, mariage arrangé avec des femmes de bonne famille, villa somptueuse. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu. Et elle avait Léo. « Maman, on mange quoi ce soir ?» demanda Léo, sortant de sa torpeur, ses petits yeux encore embrumés de sommeil. Léa le serra contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux. « Des pâtes, mon chéri, tes préférées, avec du fromage. Les pâtes au fromage, le plat des jours de fête et des jours de disette. » Elle sourit, mais son cœur était lourd. Léo ne connaissait pas son père. Elle lui avait dit qu'il était parti travailler très loin, une histoire simple pour un enfant. Mais Léo posait de plus en plus de questions. « Tous mes amis ont un papa, maman. Pourquoi pas moi ? Comment lui expliquer que son père était un homme qui avait choisi l'argent et le pouvoir plutôt que sa propre chair ? Comment lui dire qu'il était sur le point de se marier avec une autre femme dans un château de contes de fées alors qu'il n'avait jamais jeté un regard sur son propre fils ? Une rage froide l'envahit. Non, elle ne pouvait plus se taire. Pour Léo, elle devait agir. Elle ne voulait pas de son argent, pas de sa pitié. Elle voulait juste qu'il reconnaisse l'existence de Léo, qu'il affronte la vérité qu'il avait si soigneusement enfouie. Elle se leva, une nouvelle résolution éclairant son regard fatigué. Elle ouvrit la petite armoire où pendaient ses quelques vêtements. Une robe simple, de couleur sombre, qu'elle portait pour les rares occasions spéciales. Elle la sortit, la lissa de ses mains. Ce n'était pas une robe de mariée ni une robe de soirée, mais elle ferait l'affaire. Elle devait se préparer. Elle devait trouver une baby-sitter pour Léo. Elle devait se frayer un chemin jusqu'à ce château, jusqu'à cet homme. Le mariage d'Antoine Dubois allait commencer, et elle allait y arriver. Elle sentait une urgence grandir en elle, une certitude inébranlable. Elle devait être là. Elle devait se tenir debout face à lui et lui rappeler que le passé n'était jamais vraiment mort. Elle devait trouver le courage de briser le silence. Le compte à rebours avait commencé. Le matin du mariage se leva, pâle et hésitant, sur la banlieue parisienne. Léa avait passé une nuit agitée, hantée par des cauchemars, où elle courait après un train qui s'éloignait, laissant Léo seul sur le quai. Elle avait confié son fils à Madame Dubois.
la voisine du dessous, une femme au grand cœur qui avait toujours eu un œil bienveillant sur eux. « Ne vous inquiétez pas, ma petite Léa, Léo sera bien avec moi. Allez-y, et revenez-nous avec le sourire, lui avait-elle dit, en lui serrant la main. Le chemin vers le château de Vaucresson, où devait se dérouler la cérémonie, s'annonçait long et semé d'embûches. Léa n'avait pas de voiture. Elle devrait prendre le RER, puis un bus, et peut-être même marcher une partie du trajet. Chaque euro comptait, et le taxi était un luxe inabordable. En montant dans le RER bondé, elle se sentit minuscule, une ombre parmi la foule anonyme des travailleurs matinaux. Elle portait sa robe sombre, la seule qui lui semblait appropriée pour une telle occasion, mais elle savait qu'elle détonnerait au milieu des toilettes de créateurs. Ses chaussures étaient usées, mais propres. Elle avait coiffé ses cheveux avec soin, attachés en une queue de cheval simple. Dans le wagon, elle entendit des bribes de conversation, des rires insouciants, des projets de week-end. Le monde continuait sa course, indifférent à la tempête qui grondait en elle. Elle serra son petit sac à main contre sa poitrine, où elle avait glissé la seule preuve tangible de son passé avec Antoine. Une vieille photo, jaunie par le temps, d'eux deux, jeunes et insouciants, devant la tour Eiffel. Et, plus important encore, une copie de l'acte de naissance de Léo, où le nom du père était resté vide. À chaque arrêt, le RER se remplissait un peu plus, l'air devenait plus lourd. Léa sentait l'angoisse monter. Et si elle ne parvenait pas à entrer? Et si Antoine la repoussait, la ridiculisait? La honte, cette vieille compagne, commençait à lui murmurer des doutes à l'oreille, mais l'image de Léo, de son sourire édenté, de ses yeux pleins de questions, la ramenait à sa mission. Elle ne pouvait pas reculer, pas maintenant. Arrivée à la gare de Vaucresson, elle dut prendre un bus qui la laissa à quelques kilomètres du château. La route était bordée de hautes grilles et de propriétés luxueuses, invisibles derrière des murs épais et des portails imposants. Elle se sentait de plus en plus étrangère à ce monde. Les voitures de luxe la doublaient, leurs passagers au visage souriant et détendu, se dirigeant vers la même destination qu'elle, mais avec une aisance qu'elle ne connaissait pas. Enfin, au détour d'un chemin boisé, elle aperçut le château. Majestueux, imposant, avec ses tours en pierre et ses jardins impeccablement entretenus, des banderoles de fleurs blanches ornaient l'entrée. Des voituriers en livrée s'affairaient, ouvrant les portières de berline rutilantes. Des invités, élégants et souriants, se dirigeaient vers l'entrée principale, leur rire léger porté par le vent. C'était un tableau de rêve, un monde inaccessible. Léa s'arrêta un instant, le souffle coupé, non par la marche, mais par la grandeur du lieu. Elle se sentait comme une intruse, une mouche dans un palais de cristal. Un agent de sécurité, imposant dans son uniforme sombre, se tenait à l'entrée, vérifiant les invitations. Son regard balaya Léa, s'attardant un instant sur sa robe simple, sur son air un peu perdu. Il y avait dans ce regard une pointe de mépris, une question silencieuse. « Que faites-vous ici ?» Elle sentit la chaleur monter à ses joues. C'était l'humiliation avant même d'avoir prononcé un mot. Elle n'avait pas d'invitation. Elle n'avait qu'une vérité à crier. Mais comment briser ce mur d'élégance, de richesse et de sécurité? Le cœur de Léa battait la chamade, un tambour de guerre dans sa poitrine. Elle devait trouver un moyen, pour Léo. Alors qu'elle observait l'entrée, un groupe d'invités arriva, distrayant le garde. Une opportunité, aussi infime soit-elle. Elle prit une profonde inspiration. La cérémonie allait commencer. Léa sentit l'adrénaline monter, aiguisant ses sens. Le groupe d'invités, riant bruyamment, présentait ses invitations aux gardes, qui, un instant distrait par une blague, ne vit pas Léa se glisser derrière eux, le long du mur de pierre. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Chaque pas était une prière silencieuse. Elle était à l'intérieur de l'enceinte du château. L'air était imprégné du parfum des roses et de l'odeur des mets raffinés. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des coupes de champagne, offrant des sourires polis aux convives. Elle se fondit dans le décor, essayant de paraître invisible. Ses yeux cherchaient la salle de cérémonie.
les murmures des invités, les tintements de verre, tout semblait irréel, comme une scène de film. Elle se sentait sale, minuscule, au milieu de tant d'opulence. Une femme parée de bijoux étincelants la frôla, son parfum capiteux laissant un sillage enivrant. Léa baissa les yeux, craignant de croiser un regard qui la démasquerait. Elle trouva la grande porte en bois sculpté de la salle de réception, d'où s'échappait une musique douce. Des rangées de chaises étaient disposées face à un autel fleuri. Antoine et Camille devaient être là, à quelques mètres d'elle, sur le point de sceller leur union. Une pointe de jalousie qu'elle croyait éteinte lui traversa l'esprit. Non, pas de jalousie, juste le besoin de justice. Un jeune homme en livrée, le visage pâle et l'air pressé, sortit de la salle, manquant de la percuter. « Pardon, madame », s'excusa-t-il un peu essoufflé. Léa saisit l'occasion. « Excusez-moi, je cherche les toilettes », mentit-elle, désignant une direction au hasard. « Au fond du couloir, à gauche », lui indiqua-t-il, avant de s'éloigner en courant. Elle n'alla pas aux toilettes. Elle se dirigea vers la porte entr'ouverte de la salle de cérémonie. Elle aperçut les invités, tous assis, tournés vers l'autel. Et là, au premier rang, elle vit Antoine. Il était plus élégant que jamais, son profil sérieux, ses cheveux bruns soigneusement coiffés. À ses côtés, Camille, resplendissante dans sa robe de mariée blanche, un sourire radieux éclairant son visage. Ils formaient un couple parfait, sorti d'un magazine. Le cœur de Léa se serra. Il était là, à quelques mètres, l'homme qui avait été son monde, l'homme qui avait tout oublié. Elle se sentait vide, une coquille sans âme. Qu'allait-elle dire? Comment allait-elle briser cette illusion parfaite? La peur la paralysa. Elle n'était qu'une femme simple, sans pouvoir, sans fortune, face à un empire. « À quoi bon ?» murmura une voix intérieure. « Tu vas juste te couvrir de ridicule. Il ne te reconnaîtra même pas. Ou pire, il fera semblant. » La tentation de faire demi-tour, de fuir, de retourner à sa vie modeste et silencieuse était immense. Elle pouvait encore partir, disparaître, et personne ne saurait jamais qu'elle était venue. Léo serait toujours là, et elle continuerait à se battre pour lui, comme elle l'avait toujours fait. Mais alors l'image de Léo, de ses petits doigts qui cherchèrent sa main, de ses questions sur son père, revint en force. Non, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas le laisser grandir sans connaître la vérité. Elle ne pouvait pas laisser Antoine s'en tirer sans jamais avoir à affronter les conséquences de ses actes. Ce n'était pas pour elle qu'elle était là, c'était pour Léo, pour sa dignité, pour son droit d'exister. Elle sentit une force nouvelle l'envahir, une détermination froide. Elle n'avait rien à perdre, tout à gagner. Elle n'était pas venue pour mendier, mais pour exiger la vérité, exiger la reconnaissance. Alors qu'elle se tenait là, invisible dans l'ombre du couloir, l'officiant commença à parler, sa voix grave résonnant dans la salle. « Chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union sacrée de Camille Leclerc et Antoine Dubois. Le moment était venu. » Léa prit une profonde inspiration. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire, ni comment elle allait le faire, mais elle savait qu'elle devait agir. Elle devait briser le silence, elle devait se montrer. Ses doigts serrèrent le petit sac à main, sentant la présence de la photo jaunie et de l'acte de naissance. Le sort était jeté. Léa fit un pas hésitant, puis un autre, s'approchant de l'entrée de la salle de cérémonie. Les paroles de l'officiant continuaient de flotter dans l'air, douces et solennelles, créant une atmosphère de paix et de bonheur. Un bonheur qui lui semblait cruellement ironique. Elle se sentait comme un grain de sable dans une huître, une dissonance dans cette symphonie parfaite. Elle se posta discrètement derrière une colonne ornementale, d'où elle pouvait observer la scène sans être immédiatement vue. Antoine et Camille étaient face à l'officiant, leurs mains jointes. Camille rayonnait, son voile de dentelle encadrant un sourire d'une blancheur éclatante. Antoine, lui, avait un air plus posé, un mélange de satisfaction et de gravité. Il était l'incarnation même du succès, de la puissance. Et elle était l'incarnation de son passé oublié, de sa conscience refoulée. Un serveur passa près d'elle, lui offrant une coupe de champagne. « Madame ? Non, merci », murmura-t-elle, sa voix à peine audible.
Elle refusa le verre, sentant que l'alcool ne ferait qu'embrouiller ses pensées. Elle avait besoin de toute sa lucidité pour ce qui allait arriver. Ses yeux étaient rivés sur Antoine. Elle essayait de déceler en lui une trace de l'homme qu'elle avait aimé, du jeune homme qui avait partagé ses rêves. Mais elle ne voyait qu'un étranger, un homme d'affaires endurci, dont le regard ne trahissait aucune émotion, aucune faille. « Antoine, acceptes-tu de prendre Camille pour épouse ?» demanda l'officiant, sa voix résonnant dans le silence attentif de l'assemblée. Un frisson parcourut Léa. C'était le moment. Le moment où il allait prononcer le « oui » qui scellerait son oubli, qui enterrerait leur passé pour de bon. Son cœur battait la chamade, un rythme fou, désordonné. Ses mains étaient moites. Elle sentait le feu intérieur de la rage et de la douleur se consumer, menaçant de la dévorer. « Oui, je le veux », répondit Antoine, sa voix claire et assurée, sans une once d'hésitation. Le mot résonna comme un coup de poignard dans le cœur de Léa. C'était fait. Il l'avait dit. Il l'avait oublié. Il avait renié leur passé, leur enfant. Une vague de désespoir l'envahit. Elle avait fait tout ce chemin pour ça, pour assister à son triomphe, à son bonheur, tandis que le sien était resté en miettes. Des murmures de félicitations commencèrent à parcourir l'assemblée. Camille sourit, un regard de victoire dans les yeux. Ils étaient sur le point de s'embrasser. C'était trop. Léa sentit une force inattendue l'envahir, une énergie brute, primale. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle ne pouvait pas laisser cette injustice s'accomplir. Ce n'était pas pour elle, c'était pour Léo. Pour que Léo ait une histoire, un père, une place dans ce monde. Elle sortit de derrière la colonne, son visage pâle mais déterminé. Ses yeux fixèrent Antoine, un mélange de douleur et de défi. Les invités, absorbés par la scène, ne la virent pas immédiatement. Mais elle était là, une silhouette sombre se détachant sur le fond lumineux de la salle. Elle fit quelques pas en avant, sa robe froissée, ses chaussures usées. Elle n'était pas une invitée, elle était une apparition, un fantôme du passé, venu hanter le présent. « Antoine !» s'écria-t-elle, sa voix rauque et tremblante au début, prenant de l'ampleur. Le son de son nom, prononcé avec une telle intensité, coupa net les murmures et les rires. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, un mouvement lent et synchronisé. Les sourires se figèrent, les vers s'immobilisèrent. Le silence devint assourdissant. Antoine, qui s'apprêtait à embrasser Camille, se raidit. Ses yeux, d'abord remplis de surprise, rencontrèrent ceux de Léa. Une lueur d'incrédulité, puis de reconnaissance, traversa son regard. Un instant, son visage perdit toute sa contenance, toute sa maîtrise. Il la reconnaissait, il la voyait, et dans ses yeux, Léa crut déceler une pointe de panique. Camille, le sourire figé, se tourna aussi, son regard assassin. L'officiant, visiblement mal à l'aise, hésita. Léa était là, debout, au milieu de leur monde parfait, et elle venait de briser le sortilège. Le mariage du PDG millionnaire était sur le point de basculer. Le silence qui suivit le cri de Léa était si dense qu'on aurait pu l'entendre craquer. Tous les regards étaient braqués sur elle, une femme ordinaire dans une robe sombre qui venait de faire irruption dans le tableau parfait de ce mariage de conte de fées. Antoine, les yeux écarquillés, semblait avoir vu un fantôme. Son bras qui entourait la taille de Camille se relâcha. Camille, quant à elle, fixait Léa avec une hostilité glaciale, son sourire s'étant transformé en une grimace de rage. Léa sentit la force de tous ces regards peser sur elle. Une centaine d'yeux curieux, choqués, méprisants. Mais elle ne baissa pas les siens. Elle tenait le regard d'Antoine, cherchant en lui une once de l'homme qu'elle avait connu. « Léa » murmura Antoine, sa voix à peine audible, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Son nom, prononcé par lui après tant d'années, résonna dans l'immense salle. C'était une reconnaissance, une fissure dans son mur d'indifférence. « Oui, Antoine. »« C'est moi, » répondit Léa, sa voix retrouvant de l'assurance. « Je suis venue pour... »« Qui est cette femme ?» coupa Camille, le ton sec et autoritaire, se tournant vers Antoine. « Tu la connais ?» Antoine, visiblement paniqué,
tenta de retrouver sa contenance. Ce n'est personne, Camille. Une erreur. Une folle, peut-être. Sécurité. Mais avant que la sécurité n'ait eu le temps d'intervenir, une voix grave et posée s'éleva du premier rang. Antoine, un instant. C'était Monsieur Dubois Senior, le père d'Antoine, un homme à la chevelure argentée et au regard pénétrant, qui se tenait debout, l'air grave. Il avait toujours été un homme d'honneur, un peu distant de son fils, dont il jugeait parfois l'ambition démesurée. Ses yeux, empreints d'une curiosité inattendue, se posèrent sur Léa, puis revinrent vers Antoine, un sourcil levé. Il semblait y avoir une étincelle de compréhension dans son regard. « Qui êtes-vous, jeune femme ?» demanda Monsieur Dubois Senior à Léa, ignorant l'appel de son fils à la sécurité. Léa hésita un instant, puis se redressa, la tête haute. « Je m'appelle Léa Martin, et je suis venue pour une vérité qu'Antoine a choisi d'oublier. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les invités commençaient à chuchoter, à se regarder, intrigués. L'officiant, mal à l'aise, tenta de reprendre la parole. « Mes chers amis, il doit y avoir un malentendu. Reprenons la cérémonie. » « Il n'y a pas de malentendu, monsieur, » intervint Léa, sa voix claire et forte, coupant l'officiant. « Il y a un enfant. » Le mot « enfant » tomba comme une bombe dans le silence. Le visage d'Antoine devint livide. Camille, à ses côtés, laissa échapper un petit cri étouffé, sa main se portant à sa bouche. Monsieur Dubois Senior, lui, ne dit rien, mais son regard s'intensifia, fixant son fils avec une intensité nouvelle, un mélange de suspicion et de douleur. Léa sentit le regard du père d'Antoine comme un soutien inattendu. Elle sortit de son sac la vieille photo jaunie, la brandissant comme une preuve irréfutable. Cet enfant a un nom, Léo, et il est le fils d'Antoine. La salle explosa en murmures. Les flashs des photographes, qui jusque-là immortalisaient le bonheur des mariés, se mirent à crépiter frénétiquement, capturant l'instant de stupeur et de scandale. Antoine, pris au piège, ne savait plus où se mettre. Sa réputation, son mariage, son empire, tout était en train de s'écrouler sous les yeux de l'élite parisienne. « C'est une folle !» s'écria Camille, retrouvant sa voix, furieuse. « Une maîtresse jalouse qui veut gâcher notre mariage. Antoine, dis quelque chose !» Antoine, le souffle court, était incapable de prononcer un mot. Ses yeux, fixés sur la photo que Léa tenait, trahissaient une culpabilité flagrante. Il était piégé. Monsieur Dubois Senior, lui, s'approcha de Léa, son regard toujours aussi perçant. « Laissez-moi voir cette photo, mademoiselle », demanda-t-il, sa voix étonnamment douce. Léa lui tendit la photo, ses mains tremblantes. Le père d'Antoine la prit, ses doigts parcourant le cliché. Il y avait Antoine, jeune, souriant, et Léa, radieuse, leurs bras enlacés. Une image d'un passé que son fils avait effacé. Il leva les yeux vers Léa, puis vers son fils, un regard lourd de reproche. La vérité, comme une lame froide, venait de transpercer le vernis de la respectabilité. Le mariage était suspendu et le destin de tous irrévocablement changé. Monsieur Dubois Senior examina la photo avec une attention méticuleuse, ses yeux plissés par l'âge et la gravité de la situation. Le cliché, malgré son aspect vieilli, était d'une clarté déconcertante. On y voyait un Antoine plus jeune, certes, mais indubitablement lui, le bras autour de Léa, qui affichait un sourire radieux. L'image parlait d'elle-même, d'un amour insouciant, d'une époque révolue. Il leva les yeux vers Léa, un mélange de tristesse et de respect dans son regard, puis se tourna vers son fils, dont le visage était désormais d'une pâleur cadavérique. « Antoine !» demanda Monsieur Dubois Senior, sa voix résonnant avec une autorité inattendue. « Est-ce que cette jeune femme dit la vérité? As-tu un fils nommé Léo ?» Antoine, pris au piège des regards inquisiteurs, des murmures grandissants, et surtout de l'autorité de son père, ne put que balbutier. « Père, c'est une vieille histoire, une erreur de jeunesse. »« Une erreur de jeunesse ?» s'écria Léa, la rage montant en elle. « Une erreur de jeunesse qui a donné naissance à un enfant que tu as abandonné. Un enfant qui a 6 ans et qui n'a jamais connu son père. » Elle sortit l'acte de naissance de Léo de son sac, le dépliant avec des mains tremblantes. « Voici la preuve, monsieur Dubois.
Un acte de naissance où le nom du père est vide, mais le nom de ma mère y est, et le mien. Et je suis prête à faire un test de paternité si vous le souhaitez. Le scandale était total. Les invités, d'abord choqués, commençaient à se diviser. Certains, visiblement mal à l'aise, tentaient de se faire discrets. D'autres, plus audacieux, chuchotaient, leurs yeux allant d'Antoine à Léa, puis à Camille, dont le visage était déformé par la fureur. « Ah, c'est un coup monté !» hurla Camille, son visage cramoisi. « Cette femme veut ton argent, Antoine. Ne la crois pas. Elle est venue gâcher notre vie. »« Gâcher votre vie !» rétorqua Léa, un rire amer lui échappant. « Et la vie de Léo, elle ne compte pas. La mienne, qui a été brisée par votre égoïsme, elle ne compte pas. » Monsieur Dubois senior ignora Camille, ses yeux fixés sur son fils. La déception était palpable dans son regard. Il avait toujours exigé de ses enfants une intégrité irréprochable. « Antoine, regarde-moi, dit-il, sa voix grave. Est-ce que tu me regardes en face et tu me dis que cette femme ment, que tu n'es pas le père de cet enfant ?» Antoine leva les yeux vers son père, le regard fuyant. Il ne put soutenir son regard. La vérité, lourde et implacable, pesait sur ses épaules. Il avait toujours réussi à manipuler, à mentir, à s'en sortir. Mais face à son père, face à Léa, face à l'évidence, il était désarmé. « Je ne savais pas, » bredouilla-t-il, sa voix brisée. « Je pensais... » « Tu pensais quoi, Antoine ? Que j'allais disparaître ? Que l'enfant aussi ? Que tu pouvais simplement effacer notre histoire comme une mauvaise page ?» Léa sentait une force incroyable l'envahir. Elle n'était plus la jeune femme timide et effrayée. Elle était une mère, une lionne, défendant son petit. Monsieur Dubois senior se tourna vers les invités, son visage grave. « Mes chers amis, il semble que cette cérémonie doive être interrompue. Il y a des questions familiales d'une extrême importance qui doivent être résolues. » Les murmures redoublèrent. Certains invités commençaient à se lever, visiblement pressés de quitter ce scandale. Le mariage, qui devait être le couronnement de la réussite d'Antoine, était en train de se transformer en un désastre public. Camille, réalisant l'ampleur de la catastrophe, s'effondra presque, ses larmes de rage et d'humiliation coulant sur son visage parfait. « Non !» s'écria-t-elle. « Antoine, tu ne peux pas faire ça, notre mariage !» Mais Antoine, les yeux rivés sur Léa, puis sur son père, semblait avoir enfin compris la gravité de ses actes. La façade de l'homme d'affaires impitoyable s'était fissurée, révélant un homme effrayé, pris au piège de son propre passé. Monsieur Dubois senior fit un signe de tête à Léa. « Mademoiselle Martin, venez avec moi. Antoine, tu nous rejoins dans le bureau. Nous allons discuter de tout cela. » La voix de Monsieur Dubois senior était calme, mais sa détermination était inébranlable. Il prenait les choses en main. Léa sentit un soulagement immense l'envahir. Elle avait réussi. Elle avait brisé le silence. La vérité avait éclaté. Et pour la première fois depuis des années, elle entrevit une lueur d'espoir pour Léo. Le mariage était annulé, mais une autre histoire, bien plus importante, était sur le point de commencer. Le bureau de Monsieur Dubois senior était un havre de paix, boisé et rempli de livres, loin du tumulte de la salle de cérémonie. La porte se referma derrière eux, coupant le bruit des murmures et des départs précipités. Léa, épuisée mais résolue, s'assit sur un fauteuil en cuir, face à Monsieur Dubois senior. Antoine entra quelques instants plus tard, le visage défait suivi de Camille, dont les yeux rougis par les larmes lançaient des éclairs de haine à Léa. « Camille, je pense qu'il serait préférable que tu nous laisses, » dit Monsieur Dubois senior, sa voix sans appel. « C'est une affaire de famille. »« Une affaire de famille ?» s'indigna Camille. « Antoine est mon fiancé. »« Il était, Camille, il était. Maintenant, s'il te plaît, sors. » Camille, furieuse, jeta un regard noir à Antoine qui ne dit rien. Elle claqua la porte en sortant, laissant derrière elle un silence pesant. « Bien, » commença Monsieur Dubois senior, fixant son fils. « Antoine, je t'écoute. Pas de mensonges, pas d'excuses. La vérité est rien que la vérité. Antoine,
les mains tremblantes, commença à raconter son histoire, une version édulcorée de leur rencontre, de leur amour d'été et de sa décision de quitter Léa quand elle lui avait annoncé sa grossesse. Il parla de son ambition, de la pression de sa famille, de sa peur de tout perdre. Il ne chercha pas à nier l'existence de Léo, mais tenta de minimiser sa responsabilité. « Je ne savais pas si c'était vraiment mon enfant, père. Je n'ai jamais eu de nouvelles de Léa. Je pensais qu'elle avait refait sa vie. » Léa le coupa, sa voix froide. « Tu n'as jamais cherché à en avoir, Antoine. J'ai essayé de te contacter au début. Tu as changé de numéro, tu as disparu. J'ai élevé Léo seul, sans un centime de ta part, sans aucune aide. » Monsieur Dubois Senior écouta attentivement, observant les réactions de son fils et de Léa. Il avait toujours eu des doutes sur l'intégrité morale d'Antoine, sur sa propension à privilégier la réussite matérielle au détriment de l'humain. « Mademoiselle Martin, avez-vous des preuves concrètes de la paternité d'Antoine ?» demanda-t-il, sa voix toujours posée. Léa lui tendit l'acte de naissance de Léo, ainsi que quelques photos de Léo enfant, et même une échographie de ses premiers mois. « Je suis prête à un test ADN, monsieur Dubois. » Dès demain, monsieur Dubois Senior examina les documents, puis leva les yeux vers son fils. Antoine, confronté à l'évidence, baissa la tête, vaincu. « C'est mon fils, père, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion et la honte. « Je le reconnais. Il ressemble à ma mère quand elle était petite. » Un silence lourd s'installa. Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas la victoire qu'elle avait imaginée, mais la reconnaissance, enfin. « Bien, » dit monsieur Dubois Senior, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. « Antoine, tu as commis une faute impardonnable. Tu as abandonné ton enfant, tu as menti, tu as vécu dans le déni. Ce mariage est annulé, et je ferai en sorte que la presse soit mise au courant de la vérité. Mais avec la dignité nécessaire. » Il se tourna vers Léa, son regard adouci. « Mademoiselle Martin, je suis profondément désolé pour ce que mon fils vous a fait subir. Léo est mon petit-fils. Je ne laisserai pas cet enfant grandir sans son nom, sans son héritage. Je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour qu'Antoine reconnaisse Léo légalement, et je vous assure que vous ne manquerez de rien. Je vous aiderai à trouver un logement décent, à assurer l'éducation de Léo. Vous avez fait preuve d'un courage exemplaire. » Léa, bouleversée, ne savait quoi dire. La générosité de monsieur Dubois Senior la prenait de court. Elle n'avait jamais imaginé une telle issue. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Dubois, » dit-elle, la voix tremblante. « Je veux juste qu'Antoine reconnaisse son fils, pour Léo. Et il le fera, mademoiselle, mais Léo est aussi mon petit-fils. Et il a droit à une vie digne. Antoine, tu vas devoir apprendre ce que signifie être un père. Et tu vas devoir faire face aux conséquences de tes actes. » Antoine, le visage défait, hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Le monde qu'il avait construit sur des mensonges s'était effondré. Mais dans ses yeux, Léa crut déceler une étincelle, non pas de remords, mais de prise de conscience. Un long chemin restait à parcourir, mais la première pierre de la justice avait été posée. 6 mois s'étaient écoulés depuis le mariage avorté d'Antoine Dubois. La nouvelle avait fait les gros titres. Mais grâce à l'intervention discrète et efficace de monsieur Dubois Senior, l'histoire avait été présentée comme une réunion familiale inattendue, évitant le scandale le plus sordide. Léa et Léo avaient déménagé dans un appartement lumineux et spacieux situé dans un quartier plus calme de Paris, non loin d'un parc où Léo aimait jouer. La vie de Léa avait été transformée. Elle avait quitté son travail à la blanchisserie et suivait désormais une formation en design graphique, un rêve qu'elle avait dû mettre de côté. Monsieur Dubois Senior avait tenu toutes ses promesses, et même au-delà. Antoine, quant à lui, avait connu une chute spectaculaire. Le scandale, même minimisé, avait entaché sa réputation. Son père l'avait écarté de la direction de l'entreprise, le forçant à prendre une année sabbatique pour réfléchir à ses priorités. Camille Leclerc avait rompu leurs fiançailles, non sans une dernière salve de menaces et d'insultes. Antoine avait dû affronter la réalité de ses actes. Le plus grand changement était sa relation avec Léo. Au début, Antoine était maladroit, distant,
ne sachant pas comment se comporter avec cet enfant qu'il avait ignoré pendant 6 ans. Mais Léo, avec son innocence et sa curiosité, avait peu à peu brisé la glace. Antoine avait commencé à passer du temps avec lui, à l'emmener au parc, à lui lire des histoires. Léa observait ces interactions, le cœur serré, mais aussi rempli d'une nouvelle forme d'espoir. Elle voyait en Antoine non plus l'homme qui l'avait abandonné, mais un père qui enfin apprenait à aimer son fils. Il n'était pas parfait, loin de là, mais il faisait des efforts sincères. Il avait reconnu Léo légalement, et son nom figurait désormais sur l'acte de naissance de son fils. Un après-midi ensoleillé, Léa était assise sur un banc du parc, regardant Léo rire aux éclats avec Antoine, qui le poussait sur la balançoire. Elle sourit. La justice n'était pas toujours une vengeance éclatante, mais parfois une réparation silencieuse, une transformation lente des cœurs. Elle avait retrouvé sa dignité, sa voix, et Léo avait enfin un père. Ses yeux s'attardèrent sur une jeune femme, assise seule sur un banc voisin, son bébé dans une poussette. Elle avait l'air fatiguée, les traits tirés, et son regard était rempli de la même anxiété que Léa avait connue autrefois. Elle tenait un journal froissé, où une petite annonce pour un emploi de femme de ménage était encerclée. Léa se revit, il y a quelques mois à peine, dans la même situation, le même désespoir au fond des yeux. Elle se leva doucement, s'approcha de la jeune femme. « Excusez-moi, » dit Léa, sa voix douce et chaleureuse. « Je ne peux pas m'empêcher de voir que vous avez l'air préoccupée. Est-ce que tout va bien ?» La jeune femme leva les yeux, surprise, puis un peu gênée. « Oh, oui, ça va, juste un peu fatiguée, et je cherche du travail. » Léa sourit. « Je comprends. J'ai été dans la même situation il n'y a pas si longtemps. Je connais une association qui aide les jeunes mères à trouver des formations et des emplois. Et il y a aussi des crèches solidaires qui peuvent vous aider. » Elle écrivit quelques noms et numéros sur un bout de papier qu'elle tendit à la jeune femme. « Tenez, n'hésitez pas à les contacter. Et surtout, ne perdez jamais espoir. Vous n'êtes pas seul. » La jeune femme la regarda, les yeux embués de larmes, un sourire timide éclairant son visage. « Merci, merci beaucoup. Vous ne savez pas à quel point ça me fait du bien. » Léa lui rendit son sourire, le cœur léger. Elle avait transformé sa propre douleur en une source de soins pour les autres. La boucle était bouclée. La justice, la vraie, n'était pas seulement de réparer le passé, mais de construire un avenir meilleur pour soi et pour ceux qui viendraient après. Et vous, qui écoutez cette histoire, je vous invite à réfléchir. Combien de Léa croisons-nous chaque jour, invisibles, silencieuses, portant le poids d'une injustice, d'un oubli? Quelle est la valeur de l'empathie, de la gentillesse, d'un simple regard qui reconnaît l'autre? Chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons a un impact. L'histoire de Léa nous rappelle que la dignité humaine ne se mesure pas à la fortune et que la vérité, même enfouie, finit toujours par éclater. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti. Partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces récits de courage et de transformation.